Bonjour, cette vidéo est destinée à vous montrer comment exploiter le logiciel GProject Plus. Donc quand on arrive sur l'interface, on se connecte. Alors là, on a le tableau de bord qui nous donne deux graphiques et deux tableaux avec des chiffres. Donc là, on a l'exécution du projet, mais en volume et décaissement, avec les prévisions en bleu pour l'exécution, les réalisations là, donc en orange ou or, et les décaissements en vert, ici. En bas, c'est des valeurs fictives qui nous donnent les prévisions et les réalisés, mais en fonction de la durée des tâches. Donc, on a un certain nombre d'activités pour lesquelles on a fait des prévisions de durée. Et donc, après, on regarde où est-ce qu'on en est par rapport à ces prévisions-là. Donc, c'est ce qu'on en a en vert. Ensuite, on a deux tableaux à droite avec des chiffres clés et les principaux problèmes, les problèmes qui sont fictifs pour l'instant. Donc, l'essentiel, c'est de voir que quand on accède, on a les principaux problèmes qui affectent le projet. Les problèmes étant par ailleurs hiérarchisés en fonction d'un certain nombre de critères qu'on verra après. Alors, pour revenir maintenant au début, là, on a déjà des résultats, c'est le tableau de bord. Mais on commence au début par mettre un certain nombre de paramètres qu'il faut renseigner. Alors, on a par exemple les activités du planning. Alors là, si on les fait comme ça, c'est mieux parce qu'on les voit. Et on peut ajouter, on peut faire des modifications directement. D'accord, on peut cliquer, après ajouter une nouvelle activité. Ce qui est conseillé, c'est de vraiment essayer de voir quelles sont les activités et leur donner les mêmes noms pour tous les projets. Comme ça, on a un référentiel qui permettra ultérieurement de faire des comparaisons. Alors, c'est comme pour le récent, on aurait pu faire saisie et puis avoir, voilà, justement un formulaire pour faire la saisie. Mais l'autre est plus pratique parce qu'on voit déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avant de commencer à faire d'autres saisies. Les autres se présentent à peu près de la même manière. Hein. Donc, quand vous regardez, vous voyez, vous vous retrouvez. Là aussi, même chose, si vous avez un nouveau pays à ajouter, par exemple, donc vous mettez ça. Si vous avez des observations, vous les mettez là. D'accord? Et après, maintenant, alors pour que ça soit validé, vous cliquez ailleurs. Donc dès que vous cliquez ailleurs, quand vous sortez de la ligne, là, c'est validé. Donc ça veut dire que quand vous revenez après ultérieurement, vous allez retrouver ça. Maintenant, c'est trié dans l'ordre alphabétique après pour faciliter l'exploitation. Alors, c'est la même chose pour les autres. Hein. Donc, il faut regarder les domaines d'activité des entreprises. D'accord? Et puis compléter. Les types de problèmes. D'accord? Les types de problèmes qu'on rencontre le plus souvent sur les chantiers, les projets. Il faut les mettre. Donc là, en fait, on en met un certain nombre et puis après, au fur et à mesure qu'on en rencontre de nouveaux, on les ajoute pour compléter. Et à terme, on aura l'essentiel des types de problèmes. Ensuite, on a les solutions, les types de solutions, autant pour moi. C'est la même chose, c'est la même logique. Les résultats, c'est-à-dire que alors quand on met en œuvre des solutions, après on regarde les résultats que ça donne. D'accord, nul, médiocre, etc. Alors ça permettra après de voir quelles sont les solutions qui ont été les plus efficaces et donc de pouvoir les reproduire éventuellement sur d'autres projets. Voilà la gravité des problèmes maintenant. Ça permet de hiérarchiser les problèmes. D'accord? Donc de voir quels sont les plus graves, etc. Donc quand on liste les problèmes, on regarde quel est leur degré de gravité et puis on fait un tri
dans l'ordre inverse si vous voulez. On a les modes de paiement, donc ça c'est pour quand on fait un décaissement, donc là aussi il faudra compléter. Et les types de contrats, à peu près la même chose. Hein. Donc quand vous voyez vraiment là les paramètres, ça fonctionne de la même manière. Si on comprend comment ça fonctionne, on comprend comment fonctionnent les autres. Donc ça ne pose pas de problème. Pour ce qui est des projets, alors l'approche c'est qu'on a un projet global qui peut avoir des sous-projets. D'accord? Donc, quand on fait un projet global ici, on met un projet qui va englober tous les autres. Même s'il n'y en a qu'un seul, on est obligé quand même de faire un projet global et de faire un autre projet, même si c'est le même libellé. Parce que c'est organisé comme ça. Ça permet, après maintenant, quand on a un projet global qui emporte plusieurs autres, de pouvoir les mettre. Parce que quand vous mettez un projet, un sous-projet, il vous demande quel est le projet global. Ça suppose que vous l'avez déjà. Donc, là, si vous regardez, bon, par exemple, si vous voulez créer un projet, d'accord, donc vous renseignez, il y a les différentes rubriques à renseigner, mais en particulier, vous devez avoir le projet global. Il faut le choisir ici, le projet global. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça veut dire qu'il ne figurera pas ici, et donc le système va rejeter la saisie, parce qu'il va vous dire qu'il vous faut sélectionner un projet global. Donc ça veut dire qu'avant de faire un projet, vous devez avoir fait le projet global. Après maintenant, le reste, vous complétez les autres informations. Voilà, les modifications, ça permet d'avoir ça, bon, par exemple, de l'avoir comme ça, et éventuellement de pouvoir faire des tests, de pouvoir faire autant pour moi des modifications. Maintenant, quand le projet est global, quand le projet est clôturé, il faut juste cocher, mais ça veut dire que ça n'apparaîtra plus. Les projets qui sont clôturés ne vont pas apparaître dans les traitements, donc ça veut dire que là, on ne peut pas faire déjà clôturer ça. Après, il y a le planning, ça c'est pour ce qui est des tâches. Donc, on a vu les activités. Maintenant, quand on fait une planification, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs planifications, comme quand vous regardez dans MS Project, d'accord, vous pouvez avoir planification 1, 2, initiale, planification après 2, 3, etc. Quand il y a beaucoup de changements. Ou bien vous restez sur la même planification et puis vous mettez ça. Donc, quand vous mettez une planification là, vous pouvez après ajouter d'autres planifications. Donc, quand vous mettez un projet, pardon, vous pouvez avoir plusieurs planifications en fonction des contraintes auxquelles vous êtes soumis. C'est-à-dire que si vous avez une première planification qui est assez éloignée de la réalité, vous devez pouvoir en ajouter d'autres derrière. Pour pouvoir... Maintenant, c'est la dernière, logiquement, qui va servir de référence. D'accord, parce que si vous avez jugé bon de créer une nouvelle planification, ça veut dire que les autres sont devenues inopérantes. Donc, ça veut dire que c'est la dernière qui sert de référence logiquement. Mais dans tous les cas, on peut toujours sélectionner la planification sur la base de laquelle on veut travailler. Maintenant, après, pour chaque planning, vous devez mettre le contenu, c'est-à-dire que quels sont les éléments du planning. Pour ce faire, vous devez choisir un projet. Après, vous avez par exemple différentes planifications, comme je disais tout de suite. Quand vous avez par exemple planification initiale, bon là, j'avais pris par exemple deux activités. Et donc, chaque activité a une durée limitée 40 et 60 jours. Bon, ça c'est fictif quand même. Et donc, on a des pourcentages correspondants. Mais quand on fait ça, là, quand on fait ça, on clique sur une activité qui n'est pas encore là, parce qu'on a toutes les activités dans une liste, d'accord? Et puis après, maintenant, vous cliquez sur, vous mettez la durée correspondante à l'activité, et après, quand vous mettez terminer, le système vous détermine son pourcentage, c'est-à-dire que le taux, c'est-à-dire que quelle est la portion de cette activité-là par rapport à l'ensemble du projet. Quel est son poids?
D'accord? Là, on a 60 jours, par exemple, et puis donc c'est 0,60, et l'autre c'est 0,40 parce que ça dure 40 jours. D'accord? Bon, si on mettait autre chose maintenant, 100, bon, si on met 100 ici, ça veut dire que si je mets terminé, du coup, ça va changer. C'est-à-dire que là, ça va changer ici, donc les 100 deviennent 50% et puis les autres vont changer. Bon, j'ai fait des traitements sur la base des 100 là-bas. Donc, mieux vaut supprimer ça pour ne pas... Voilà. Donc, quand, après, il recalcule en fonction de ce que je viens de faire là. Après, maintenant, quand on est toujours dans le planning. Maintenant, quand on fait ça, on a le contenu. Après, maintenant, on regarde quelles sont les prévisions. Parce que ce qu'on a donné, par exemple, quand on fait un contenu sur le projet, on dit que, par exemple, telle activité prend 40 jours. Maintenant, après les 40 jours, il faut les étaler sur la durée du projet. Ça dépend maintenant de ce qu'on a. Par exemple, là, je fais un projet. Je prends un projet, je prends une planification. Donc, quand je prends, par exemple, drainage, on va regarder comment c'est planifié. D'accord? Donc, on a des dates de début, des dates de fin. Et pour chaque période, on va dire que c'est temps que ça prend. Donc, on met un taux. D'accord? Par rapport, bon, par exemple, quand on fait, par exemple, le drainage, je crois que c'était 0,40. Les 0,40, comment on les répartit en fonction des différentes périodes? D'accord? Si on fait Earthworks, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on prend des périodes généralement mensuelles. Et pour chaque période, on dit que ça va faire tel. Maintenant, c'est le système qui va déterminer après le cumul. C'est-à-dire que quand on dit que premier mois, c'est 1, donc après le cumul, c'est 1. Si on dit deuxième mois, après, c'est 2, il va faire 1 plus 2, ça fait 3, etc. Donc, lui, il va calculer automatiquement le cumul en fonction des valeurs qu'on mettra. Alors, ça, c'est les prévisions. Donc là, volontairement, on a séparé les prévisions des réalisations parce que, généralement, peut-être ce n'est pas la même personne déjà qui fait ça. Maintenant, quand on fait saisie des réalisations, on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on sélectionne le projet, on sélectionne la planification, et donc on sélectionne l'activité, et puis on regarde, c'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, on regarde ici, on a prévu par exemple 0,1. Après, on a réalisé 0,2. Donc, on est en avance, ce qui est possible. Donc là aussi, chaque fois qu'on met une valeur dans les taux réalisés, le système va déterminer le cumul automatiquement. D'accord? Maintenant, on peut, pour une période donnée, être au-dessus des prévisions, mais au total, on ne pourra pas dépasser ce qui est prévu globalement. Donc, ça veut dire que si drainage c'est 40, c'est 40%, ça veut dire que ce qu'on a réalisé ne pourra jamais dépasser 40%. Peut-être qu'on va les atteindre avant d'atteindre la fin des prévisions. Mais globalement, on ne pourra pas. Ça, c'est un plafond, les 40%. Donc, le système va faire des tests au fur et à mesure. Donc, il ne pourra pas aller au-delà. Alors là, c'était pour le temps. Maintenant, là, c'est pour les volumes et les décaissements. Alors là aussi, on sélectionne le projet. Et pour chaque période, on donne les volumes qui sont prévus. Pour chaque période, on donne les volumes qui sont prévus. Maintenant, quelquefois, vous voyez cumul volume réalisé. Alors, vous voyez moins 1. Pourquoi moins 1? Alors, moins 1, ça, c'est une valeur fictive. Parce que s'il y a 0, parce que si on ne met rien, le système va mettre 0. Maintenant, on ne sait pas si le 0, c'est parce qu'il a réalisé 0 ou bien c'est parce qu'on n'a rien mis. D'accord? Pour distinguer les deux, pour dire que si on met 0, c'est parce qu'il n'a rien réalisé. Donc, on laisse le 0 pour ça. Quand on fait moins 1, c'est parce qu'on ne l'a pas encore saisi. Donc, en ce moment-là, on ne confond pas les deux zéros. Le 0 qui signifie qu'on n'a pas fait la saisie et le 0 qui signifie qu'il a réalisé 0. C'est pourquoi on met les moins 1 pour que ça soit... qu'on ne confonde pas les deux. D'accord? Donc là, c'est parce qu'au début,
Donc, on a fait pour une certaine période, par exemple, on a fait jusqu'au donc 29/2/2020, donc février 2020, on a fait la saisie. Mais à partir de mars, ici par exemple, à partir de mars, on a, on a des -1. Donc à partir de mars, pour ce qui est des volumes réalisés, on n'a pas fait la saisie. C'est pourquoi il nous donne -1. Donc là, ça nous dit d'ailleurs qu'il faut qu'on saisisse ça. Parce que après, quand on aura terminé, il ne doit pas y avoir de -1 nulle part. Les -1, ça signifie qu'on n'a pas fait la saisie. Tout simplement. Donc, ça nous permet aussi de ne pas oublier de faire certaines saisies pour certaines périodes. Donc, quand le système fait le graphique, il le fait en fonction des valeurs qui sont différentes de -1. Parce que -1, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore saisi. Donc, il n'en tient pas compte. D'accord. Donc là, c'est pour les planifications. Même chose. Donc, après, maintenant, on peut regarder. Ça, c'est ce qui figure sur le tableau de bord. D'accord. Mais on l'a isolé. C'est-à-dire que le tableau de bord, puisque le tableau de bord, il est partagé entre plusieurs éléments, les éléments prennent moins de place. Si on isole quelque chose, ça veut dire qu'on peut l'afficher en plus grand. Mais sinon, c'est exactement les mêmes données. Alors, les problèmes, ils sont là maintenant. Pour saisir un problème, on met le projet. Après, on sélectionne le type de problème. Hein, on aura renseigné tous les types de problèmes au niveau des paramètres. Après, on dit le problème, c'est ça. On met le libellé du problème. Après, la date. Le degré de gravité, il faut sélectionner ça ici. Et puis après, maintenant, mettre des observations. Parce que le problème, il y a un problème qui est survenu. Pourquoi il est survenu, dans quel contexte il est survenu, quels sont l'impact de ce problème-là, etc. Donc, celui qui est sur le terrain, qui saisit les problèmes, il doit faire en sorte que celui qui va lire ça après sache à peu près ce qui s'est passé. Donc, on lui décrit le problème. Bon, puisque tous les problèmes, forcément, n'ont pas les mêmes aspects, c'est lui qui va dire que ce problème-là est survenu parce que tel, ou bien l'autre problème est survenu parce que ça a causé telle conséquence, etc. Donc, il explique. C'est pourquoi, quand vous regardez, il y a toujours un champ observation qui permet de pouvoir, en fait, qui est un champ ouvert, et donc qui permet de donner les différentes informations dont les responsables ont besoin au niveau des différentes structures. Alors, les solutions, c'est à peu près la même chose. Donc, parce qu'on a dit, on dit le projet d'abord. Alors, on dit c'est la solution à quel problème parmi ce qu'on a mis. Il faut avoir déjà mis le problème, bien sûr. Après, on fait le libellé de la solution. Et puis, on dit le type de solution. Là aussi, on les aura renseignés au niveau des paramètres. D'accord. La date à laquelle on a mis en œuvre la solution. Après, on met les résultats. Donc, quel est le résultat qu'on a constaté? On le met après. D'accord. Est-ce que c'est bon, etc. Donc, là aussi, ça permet de pouvoir comparer les différentes solutions pour voir si elles sont efficaces ou pas. D'accord. Et donc là, on a dit, alors un problème a causé peut avoir causé un retard dans le déroulement du chantier. Donc, entre le moment où le problème est survenu, le moment où il y a la solution qui a réglé le problème, peut-être que on a constaté du retard dans le déroulement du chantier. Donc, en ce moment-là, on le met. Et là aussi, on met les observations, c'est-à-dire que on décrit la solution, comment on l'a mise en œuvre, quelle a été son efficacité, pourquoi c'est efficace ou bien pourquoi c'est pas efficace, etc. Parce que là, à terme, vous allez avoir une base de données avec énormément d'informations que les gens pourront exploiter pour mieux résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, on aura un ensemble de solutions en fonction des différents chantiers. Et on va beaucoup apprendre à travers les différentes solutions qu'on aura mise en œuvre pour voir quelle est la plus efficace et comment on la met en œuvre pour qu'elle soit efficace, etc. Donc, vraiment, ça peut beaucoup apporter après.
Bon, après, ultérieurement, on peut faire ça. Par exemple, on peut consulter le projet. Quand on sélectionne un projet, on a les différents types de problèmes qu'on a, les différents problèmes. Quand on sélectionne un problème, on a les solutions qui sont en bas. D'accord? Donc, ça permet de pouvoir rapidement accéder à différents types de solutions avec les problèmes correspondants. Bon, quand on regarde, par exemple, là maintenant, c'est ce qu'on a, par exemple, quand on fait, quand on regarde, par exemple, on regarde par mois, par rapport à ce qu'on avait prévu, d'accord, quels ont été, maintenant, qu'est-ce qu'on a réalisé par rapport à chaque mois. Ça aussi, ça permet, ça c'est par rapport aux tâches telles qu'on les a définies dans l'autre approche. On a pris les tâches, donc les activités avec leur durée, etc. Et donc là, pour chaque mois, on a une idée de sur quel mois on a été en avance, sur quel mois on a été en retard. Donc après, on peut regarder éventuellement sur les problèmes aux mêmes dates, quel est le problème peut-être qui a causé le retard, etc. Donc, bon, la consultation multimédia, ça c'est disponible en ligne parce que les images et les vidéos ne sont pas ici. Là, c'est l'application qui est sur, que j'ai en local, mais après, il faudra voir en ligne qu'est-ce qu'on a. Bon, les bailleurs c'est la même chose, c'est-à-dire qu'après, on les saisit, on fait des modifications. Bon, ça, j'ai saisi des choses, je n'ai pas les bonnes informations, donc j'ai mis des informations comme ça, mais après, on va les modifier, Inch'Allah. On fait la même chose, ça, c'est les entreprises qui interviennent au niveau de comment dirais-je encore, au niveau du projet. Bon, les utilisateurs, ça c'est pour les super administrateurs, donc on n'a pas besoin de faire ça. Les entreprises, c'est comme les bailleurs, donc il n'y a pas de changement. Là, c'est pour gérer les contrats. Donc, quand on a un contrat, on dit la société. Donc, par exemple, là, il y en a qu'une seule. Après, on met la référence du contrat. En fait, on renseigne les différents types d'informations. Après, là, on regarde le type du contrat. Quel est le type du contrat? On a les montants. Alors, j'ai laissé montant hors taxe, montant TVA, etc. Donc, s'il y a, par exemple, s'il n'y a pas de TVA, il va récupérer automatiquement le montant hors taxe dans le montant TTC. Maintenant, comme peut-être il y a des projets pour lesquels il y aura une TVA, on laisse comme ça ouvert. Ça permet déjà de résoudre ces problèmes-là. Alors là, c'est les factures. Donc, une fois qu'on a les factures, on les saisit ici. Donc là, quand on a ça, on a un contrat sur la base duquel on fait la facture, on fait les montants. Donc là aussi, c'est la même chose pour les mêmes remarques pour ce qui est des montants aux taxes et TVA. Bon, là, il n'y a pas de... Si. OK. Donc là aussi, j'avais mis des valeurs quand même. Si on met par exemple une société qui a des contrats, donc on peut regarder après éventuellement quelles sont les différentes factures par rapport au contrat. Pour chaque facture, quels sont les décaissements, etc. Donc ça permet de faire un suivi, d'avoir quelque chose de synthétique à ce niveau-là, pour pouvoir juger de l'évolution des règlements des différentes factures. Bon, là, si on veut effectuer un décaissement pour faire... Bon, là, c'est pour corriger éventuellement si on a des erreurs sur une facture, de pouvoir corriger ça, ou bien de supprimer s'il y a une facture qui n'est pas bonne. Là, c'est pour gérer maintenant les décaissements. Donc, si on a ça, on a un contrat, on a des factures. Si on fait une facture, il nous donne le montant à décaisser. Donc, quand on clique, on peut mettre la date de décaissement, on peut mettre le mode de paiement, parce que là, c'est dans les paramètres. Et là, on a... Bon, il nous donne directement le montant. Après, maintenant, on peut faire des observations. D'accord. Bon, ça, c'est le tableau de bord que j'ai repris. Le même que là-bas. Maintenant, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, par exemple, quand on a ici, quand on a, par exemple, les graphiques, on peut aller dans les détails. C'est-à-dire que si on fait ça,
Ça permet quand donc on prend le projet, on prend une planification. Et donc par rapport à la planification, on a différentes activités. Et quand on sélectionne une activité, ça permet de voir quelle est l'évolution de l'activité. Les prévisions d'abord, en bleu, et les réalisations en vert. Alors, le drainage, on avait dit que c'était 40%, donc c'est pourquoi il nous met 40. Le earthworks, on avait dit 60%, donc les deux font 100%. Donc là, on voit déjà comment c'est réparti le poids de chaque activité par rapport au projet. Et maintenant, le dernier bouton, là, c'est pour quitter. Donc, on va cliquer sur quitter. Alors là, je suis en local. On va regarder quelque chose pour la plateforme. Donc, on va se connecter. C'est parce que sur la plateforme, il n'y a pas déjà beaucoup de... Les données là que j'ai mises, parce qu'il y en a certaines qui sont fictives, que je ne peux pas mettre ici, parce que ici, c'est déjà... On va mettre ce qui est réel. Enfin, on va essayer de mettre ce qui est réel, parce que les images et les vidéos ne sont pas réelles, mais obligé de les mettre pour pouvoir mettre ça dans la vidéo de formation. Donc, les vidéos et les images sont envoyées à partir de l'application mobile. Alors, on peut les consulter ici. Donc, quand on arrive, on sélectionne le projet. On sélectionne une date. On va regarder le 25. On va faire consulter. Alors, voilà. Donc, il nous donne les vidéos du 25. Et il nous donne les coordonnées GPS où on a pris la vidéo en question. Donc, quand on a le référentiel du chantier, on sait que le chantier se trouve à tel endroit. Et donc, à tel endroit, c'est là où on a pris la vidéo qui montre la réalité de l'avancement du chantier. D'accord? Alors, puisque c'est automatique, ça veut dire que nécessairement la vidéo ou l'image a été prise là-bas. Quand on l'a filmé à partir de la tablette, par exemple. Maintenant, pour ce qui est du drone, après, on va voir comment faire pour éviter qu'on puisse prendre une vidéo ailleurs. Je ne sais pas si, bon, là, les images, je ne me rappelle plus, mais ça fonctionne sinon de la même manière que la vidéo, mais je ne me rappelle plus, voilà, à quelle date on a ça. S'il n'y a pas d'image, il nous dit aucune image au projet, etc. n'est disponible. Donc, il nous donne. Mais sinon, regardez encore un peu. Voilà, là, on a une image qui s'affiche et avec les coordonnées GPS. Alors, c'est parce que en fait, je les ai prises au même endroit, c'est pourquoi le marqueur n'a pas bougé. On est toujours au même endroit. Mais sinon, après, c'est en fonction de là où on a effectivement pris la vidéo ou l'image. Voilà, je vous remercie. On va quitter ici. Puis fermer.